Bonjour et bienvenue dans Incarné. Il y a plusieurs mois, j'ai reçu Célia Rambaud pour son livre Les couches de l'oignon. C'est un livre qui parle de traumatisme, mais surtout de résilience. C'est à travers son cheminement, notamment spirituel, qu'elle témoigne de cette force intérieure qui permet de surmonter même le pire. Je vais vous lire le dos de couverture de son livre, Les couches de l'oignon. Donc, dans ce témoignage intime et sensible sur les conséquences psychiques des viols qu'elle a subis dans un réseau pédophile petite fille, Célia Rambaud, devenue thérapeute, nous emmène sur le chemin de sa reconstruction, couche par couche. Cette parole est un cri au monde, un cri pour dénoncer, dévoiler, apporter de la lumière sur des phénomènes psychiques encore peu connus et pourtant tellement répandus. C'est une main tendue à celles et ceux qui souffrent des séquelles de traumatisme. Mais c'est avant tout un cri d'amour pour dire qu'il est possible de guérir, de sortir de la dépression, de la tétanie, des horreurs et des angoisses, de vivre une sexualité nourrissante, profonde et extatique, sur un chemin qui recèle des pépites insoupçonnées. Accueillir la douleur, c'est s'ouvrir si grand que la lumière ne peut que s'y engouffrer et rayonner son souffle divin. Célia Rambaud témoigne du cataclysme des viols qu'elle a subis à l'âge de 8 ans et nous entraîne dans le processus d'une mémoire qui s'ouvre petit à petit. En parallèle, son regard avisé de thérapeute explique le fonctionnement du cerveau, que ce soit l'amnésie, la tétanie ou les troubles du comportement. Un témoignage émouvant qui offre des pistes d'exploration et surtout beaucoup d'espoir. Donc ça, c'est la préface du livre signée d'Agnès Stévenin. Et ensemble, dans ce podcast avec Célia, donc nous allons revenir sur son cheminement de résilience. Alors, merci Célia d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Incarné. C'est un podcast qui partage des expériences de vie et toutes les clés que la vie nous apporte à travers des expériences qui au final, nous révèlent. Et c'est vrai que j'ai écouté des interviews de toi, tu partages ton histoire, ton chemin de résilience, et j'avais vraiment envie d'approfondir comment est-ce qu'à partir d'un traumatisme qui pourrait nous enlever toute substance de vie, toute envie en fait de vie, comment est-ce que toi, tu as retrouvé les ressources intérieures pour voir la vie à un autre niveau et la voir comme un cadeau de réalisation. Voilà. Et voilà, j'avais envie que tu partages avec tes mots ce cheminement de résilience et là où tu en es aujourd'hui. Et oui, je crois que j'ai pas tout de suite vu ça comme un cadeau. Oui, oui, c'est pour ça que c'est tout un cheminement et que j'avais envie que tu expliques les étapes par lesquelles tu es passé, les états d'âme, Oui. et que tu expliques, voilà, c'est comme tu le fais à travers ton livre Les couches de l'oignon, toutes ces couches que tu as épluchées pour revenir ben, à ton essence, quoi, ce qui t'avait éloigné de qui tu étais et de la vie au final. Oui. Euh, alors, en fait, je crois que aussi dans tes questions, ce qui me vient à partager en premier, tu parles de cette notion de ressources. Et effectivement, je crois qu'une des ressources, pour moi, ça a été très jeune d'avoir fait une expérience de mort imminente, notamment dans le plus gros des traumas qui m'a marqué. Et j'en ai pas gardé de souvenir sur le moment. Je m'en suis rappelé qu'après, parce que j'ai tout occulté de ce qui m'était arrivé. Mais par contre, j'ai gardé quelque chose que j'étais incapable de nommer, une intuition très forte, quelque chose que j'appelais une petite flamme à l'intérieur. Euh, et je pouvais parler de vie passée alors que personne ne parlait de ces choses-là autour de moi. J'avais vraiment cette fondation, cette croyance, cette sensation qu'il y avait vraiment autre chose. Et ça, je crois vraiment que ça m'a vraiment aidé à traverser.
Et du coup, à partir de 8 ans, où j'ai tout occulté, ce qui avait pu m'arriver, bah, j'étais une petite fille quand même beaucoup moins expressive, même si ça pouvait rester, en fait, il y avait vraiment comme des extrêmes un peu qui pouvaient se passer. Je pouvais être à la fois très joyeuse, très expressive, et je pense qu'il y avait cette flamme qui était en moi, euh, et en même temps, bah, vraiment coupée, coupée de qui j'étais, coupée de mes sensations, de mes ressentis, beaucoup de solitude, notamment dans ma famille, puis dans le monde, en fait. Il y avait quelque chose où c'est corporellement, je me sentais très très loin de la vie. Euh, je me souviens des années plus tard, quand j'ai fait une formation en hypnose, à un moment donné, on parlait des différentes formes de dissociation. Il y a notamment des dissociations qu'on utilise en hypnose. Et il parlait d'une forme de dissociation très extrême où la vie, elle apparaît comme tout au bout d'un tunnel. Et quand il a parlé de ça, j'ai ouvert grand les oreilles parce que je dis, bah oui, moi, c'est ce que j'ai vécu pendant des années. Et qu'est-ce qu'il va en dire? Et il dit, ça, c'est pour les schizophrènes. Alors, je peux te dire, quand j'ai entendu ça, j'ai compris que je revenais vraiment de loin. Et effectivement, pendant des années, c'était très, très douloureux. J'avais vraiment, c'est difficile à expliquer quand on ne le vit pas. Mais la vie, elle était derrière une vitre et loin. Et la vitre, elle n'était même pas tout près de moi. Tu vois, la vitre était à 1 mètre de moi et encore derrière, il y avait la vitre. Et j'étais emmurée dans ma souffrance qui ne pouvait pas se voir à l'extérieur, que je ne pouvais pas communiquer à l'extérieur. Euh, je n'avais pas ce pont pour dire je vais pas bien, pour dire aidez-moi. J'étais complètement coincée là-dedans. Et à partir de l'adolescence, il y a vraiment ça s'est amplifié. Alors, je ne sais pas si ça s'est amplifié parce que mes règles sont arrivées au même moment où j'ai déménagé. Donc, je ne sais pas si ça s'est amplifié parce que j'ai changé d'endroit. Et on dit souvent, en fait, hein, quand on quitte euh, le lieu du trauma, il y a quelque chose qui peut mettre en sécurité, le lieu ou la personne, ou quand on gagne un peu en sécurité, du coup, la dissociation se lève et, les émotions, les sensations commencent à émerger. On pourra parler peut-être aussi plus tard si c'est le lieu des aspects plus techniques de tout ça, parce que je suis du coup devenue thérapeute spécialisée dans la mémoire traumatique et la dissociation, tout ça. Et donc, du coup, à l'adolescence, bah, j'ai eu mes règles. Je sais que ça a été un choc pour moi de voir du sang sortir de cet endroit-là. C'était vraiment. Aujourd'hui, je sais que c'était une réactivation traumatique. À l'époque, je ne le savais pas. Je savais juste qu'il fallait surtout pas que ça se sache, qu'il fallait le cacher. Et, euh, et puis, après, voilà, il y a eu aussi le déménagement. Et à partir de cette période-là, euh, bah, là, je suis tombée en dépression assez profonde. Donc, c'était assez dur d'être en lien avec les autres. J'avais vraiment peur du regard des autres et je me sentais toujours bah, encore plus enfermée, isolée et surtout, ça il a commencé vraiment à avoir de la haine envers moi-même, qu'avant c'était moins fort. Et donc, beaucoup de haine, l'envie de mourir et la difficulté à soutenir le quotidien, notamment avec des angoisses très fortes. Et c'était assez insoutenable, quoi. Chaque respiration était dure à soutenir, quoi. Et, euh, et effectivement, dans ce moment, je crois que cette flamme vraiment était. Il y avait un petit quelque chose, alors qui parlait pas très fort, mais il y avait un petit quelque chose qui me disait qu'il y avait autre chose, ouais, que ça valait le coup d'essayer, quelque chose comme ça. Et puis, je suis partie assez rapidement de chez mes parents, je fais des études et dès que j'ai pu, j'ai essayé d'aller faire de la thérapie. Moi, au départ, ça m'aidait pas beaucoup. C'était de la thérapie, voilà, ciblée sur la parole
bah, je me sentais, voilà, il y avait quelqu'un qui m'écoutait, mais qui pouvait pas du tout m'entendre, parce que moi, je pouvais pas du tout me dire non plus. C'était assez compliqué. Et il y a eu, voilà, bah, il y a eu aussi toute la question de la sexualité. Donc ça arrivait déjà au lycée où bah, je me sentais vraiment anormale parce que moi, je ressentais rien. J'avais pas de désir, j'avais pas de plaisir, j'avais pas de sensation. Bah, j'ai commencé après à avoir des douleurs. Et, euh, et puis, à commencer aussi à avoir des... Ça, c'était plus... J'ai un ami qui me disait, mais est-ce que tu as essayé de te caresser? Et franchement, ça ne m'était pas du tout venu à l'esprit. Comme je ressentais rien, ben non, j'ai pas pensé. Et puis il me dit que ça pourrait peut-être m'aider. Alors je dis, bah, je vais essayer. Et, euh, et c'est vrai que dans cet espace de 2 mois, là, j'ai commencé à entendre des mots très violents, avoir du coup même des gestes violents envers moi-même. En fait, c'était horrible, quoi. Du coup, c'était pas une piste faisable, accessible à ce moment-là. Euh, ben, ça a duré comme ça quand même un moment. Et j'ai essayé de chercher beaucoup dans des lectures, donc de thérapie, de psy, de développement personnel, estime de soi, tout un tas de choses, des choses plus ésotériques. J'ai cherché quoi, beaucoup. Et ça a pris un petit temps. J'étais dans une relation assez toxique pendant une période où vraiment je vivais quand même pas mal de violence. Et puis il y a eu euh, un basculement vraiment lié à cette part mystique, j'ai envie de dire. J'étais dans le potager, je plantais les tomates. Et là, c'est un peu comme dans les films, quoi. Il y a genre un rayon de lumière qui est venu sur moi. Et, euh, et j'ai su que là, c'était fini, c'était plus possible. Je pouvais plus continuer cette relation, en l'occurrence. Et du coup, j'ai quitté cette relation. Je travaillais en tant qu'architecte. J'ai quitté mon boulot. Euh, et là, j'ai eu un énorme soutien de mon père, avec qui je travaillais en réalité, et qui me dit, ça faisait des années, moi je voulais surtout faire de la danse. J'avais vraiment dans la danse, il y avait quelque chose où je pouvais avoir accès à mon corps d'une façon vivante. Et c'était le seul endroit où ben, les angoisses s'arrêtaient quand je dansais en fait. Et, euh, Et puis il me dit, tu crois pas que c'est le moment voilà, d'aller vivre ton rêve, prends une année, vas-y, fais ce que tu as envie. Et voilà, il avait compris que j'étais sous emprise et qu'il fallait que j'aille loin aussi, je crois. Et, euh, et du coup, je suis partie en Argentine faire une école de danse. Et là, il y a eu quelque chose où voilà, j'ai voulu écouter cette chose que j'entendais en moi depuis le début, ou ces dernières années, on me disait mais non, c'est complètement craqué, ça n'existe pas. Mais si, voilà, je voulais y croire, c'était la seule option possible, c'était que cette chose plus grande que moi existe. Et, euh, et donc là, donc il y a eu la danse, mais petit à petit, j'ai découvert plutôt la conscience du corps, la conscience de l'énergie. Je suis partie dans les forêts, j'ai fait des quêtes de vision, du yoga, j'ai découvert la CMV, enfin tout un tas de choses et des expériences de voilà. Je me souviens par exemple dans la quête de vision que j'avais faite, on était parti seul dans la forêt pour passer la nuit, on devait se faire un feu, passer la nuit là-bas et puis on avait rendez-vous le lendemain pour à 4h30 du matin pour les pratiques habituelles. Bon, j'étais la seule finalement à être restée la nuit, tout le monde était rentré et moi j'étais restée là avec mon feu dans mes prières et il y a juste eu, c'est tout petit, mais ça a été les prémices. Il y a eu ce truc, d'un coup, j'ai senti, ah, c'est le moment, bien évidemment. Il n'y avait pas de. C'était une nuit sans lune, il n'y avait pas de lumière, c'était pas encore l'aurore.
je savais que c'était le moment. Puis j'ai pris la route. Il y avait peut-être une demi-heure, une heure à marcher. Et puis, je suis arrivée, j'ai ouvert la porte de la pratique, pile à la même heure que tout le monde. Voilà, c'était l'heure. Et, il y a des petites choses comme ça qui ont commencé à se mettre en place, de connexion avec autre chose, de, de validation. Et, et puis, bah, quand je suis rentrée en France, mon père pensait que j'allais reprendre l'architecture, mais c'était juste plus possible. Donc, je me suis formée aux consciences corporelles, énergétiques, et j'ai beaucoup cherché dans ces voies-là pendant un temps. J'avais été assez déçue par la thérapie. Et il y a vraiment tout un tas de choses qui ont commencé à s'ouvrir, c'est-à-dire j'ai commencé à avoir accès à mon corps vraiment, à mon corps, à l'énergie, mais ça changeait pas les angoisses, ça changeait pas la dépression, ça changeait pas la haine que je pouvais avoir pour moi. Juste ça faisait que je pouvais sentir plus souvent la vie et la joie et mon corps. Et j'ai rencontré Denis qui a été le père de mon fils. Et lui était inscrit dans la méditation depuis pas mal d'années. Donc, voilà, ça a été aussi une porte où j'ai continué vraiment à ouvrir tout un tas de pratiques. Et puis, lui avait pour projet d'aller au Pérou, travailler avec l'ayahuasca. Euh, et bon, comme on s'était déjà séparés quand j'avais été en Thaïlande, pratiquer le Qigong, tout ça, je l'ai suivi, bien que moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais on avait trouvé un ashram dans lequel il travaille aussi le yoga et les pratiques corporelles que moi je pratiquais. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, moi je vais aller faire ça. Et, euh, et ça a été une belle rencontre, une vraiment belle rencontre. C'est rigolo. Le chaman, il nous avait dit, bon, vous allez voir, peut-être que vous avez un métier bien rangé, votre appart et tout ça, et qu'à la fin, tout ça sera remis en cause. Et puis c'était rigolo, moi je vivais dans ma voiture, j'avais pas de boulot, j'avais pas de lieu. Donc je me dis, bah moi tout va bien. Et en fait, ça a fait l'inverse. On avait comme projet de continuer à voyager. Et suite à ça, ça avait été tellement intense qu'on a fait plusieurs cérémonies. On est resté 2 mois là-bas, on a fait des diètes, des cérémonies. Et à la suite de ça, ben, au final, on s'est posé, on a acheté une maison. Un an après, j'étais enceinte, je me suis formée, j'ai commencé mon boulot. Moi, ça m'a vraiment incarné, si on peut dire. Bon, les premiers pas, hein, parce que ça a pris plus de temps que ça. Quand même. Mais il y a eu des belles graines qui ont été semées pendant toutes ces cérémonies, qui se sont vraiment déployées après. C'était les premières fois où j'avais commencé, avant d'aller faire ça, j'avais voulu du coup aborder le chamanisme sans plantes. Donc j'avais commencé quand même à discuter un peu avec les plantes, les animaux, les pierres. Mais là, ça a vraiment amplifié cette chose-là. Et c'est quelque chose qui a vraiment ensuite, qui fait maintenant partie de mon quotidien, mais sans substance. Voilà, les amis, moi je vis dans la forêt, j'ai des arbres qui sont mes amis. Il y a des choses comme ça, le fait de percevoir des choses du monde invisible. euh, et puis une rencontre magnifique que j'ai faite avec Jésus, je pourrais peut-être en parler plus, mais qui est revenu plus tard dans ma vie sans substance et de façon beaucoup plus. Disons que là, c'était une fois. Et voilà, après, il y a eu Jésus, Marie-Madeleine, des anges. C'est des dialogues, des contacts qui font partie de mon quotidien maintenant. Mais il y a eu plusieurs années sans rien de tout ça. C'est vraiment été, ça a ouvert tout un tas de portes. Comme voilà, le programme, le menu des prochaines années, c'est ça, mais hop, tout s'est refermé et vas-y, hop, contrebalance avec toutes tes angoisses, toute ta dépression. Et, et l'autre cadeau, c'est sur le chemin, donc on était en train de chercher une maison à acheter avec Denis, donc dans les Pyrénées. Et il m'avait offert un livre de comment connecter avec ses guides. Et c'était chouette. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais aussi
les personnes qui écoutent connaissent. Moi, alors, c'est pas ce livre-là que j'ai envie de conseiller, c'est une BD d'Armella qu'elle a faite avec Lulumineuse, je crois. Je Qui vois. Allô moi-même. Je sais pas si tu écoutes. Elle parle vraiment comment connecter avec ses guides d'une façon hyper accessible, hyper simple, hyper joyeuse. Bon, là, c'est pas ça que j'ai eu comme livre, mais bon, ça a fait le même effet. Et, Denis était parti pour faire une retraite, je sais plus si c'était de méditation ou de jeûne, enfin, il était parti et moi je me sentais pas très bien et du coup j'ai demandé à mes guides, bon, allez, aidez-moi là. Et puis je vais sur internet et je vois un mail sur la marche afghane. Et j'ai dit, ah ok, allez, je vais essayer ça. Et donc je suis partie en randonnée, faire une marche dans la montagne. Et puis le sentier de randonnée passe dans un jardin un moment, il y a le chien qui aboie, il y a une rencontre. De fil en aiguille, je rencontre une femme qui me dit, mais il y a une formation qui démarre dans pas longtemps. Donc, elle savait que je travaillais de l'énergie. J'étais déjà dans les yeux d'Ioni. Je donnais des cours de Qigong à l'époque. Et, euh, et elle me dit, c'est de la thérapie, mais c'est aussi beaucoup par le corps et l'énergie. Elle me dit, je sens que c'est fait pour toi, faut que tu y ailles, vas-y, quoi. Et donc, du coup, j'ai reconnecté avec la thérapie, mais vraiment, qui passe par le corps et par l'énergie. Ça s'appelait l'analyse psychosomato-énergétique. C'est une thérapie qui découle du travail de Reich, qui était un ancien disciple de Freud et qui avait vraiment intégré la notion de l'énergie et comment les émotions s'engramment dans le corps et créent des nœuds qui entravent la libre circulation de l'énergie. Et donc, il travaillait avec des postures physiques à différents niveaux du corps qui ramènent à soit des périodes très archaïques de la vie. Donc, on travaille beaucoup sur la partie in-utero, la naissance, toutes les parties bébé et toutes les phases ensuite d'affirmation, la sexualité, tout ça. Et donc, c'est voilà, un travail assez long, profond. Et puis, c'est que dans les formations, c'est voilà, une formation avec des bases vraiment de la lecture de la psyché humaine et de la lecture du corps, enfin, tout un tas de choses. Donc, je suis rentrée là-dedans. Et en même temps, j'ai commencé ma thérapie par ce biais-là. Et puis, les choses ont commencé à remonter. Donc, j'ai commencé à entendre des cris, à voir des silhouettes, à avoir peur. Et Et juste pour savoir, t'avais quel âge? alors ça, Pour savoir le laps de temps entre... ouais. Alors, quand je suis partie en Argentine la première fois, j'avais 25 ans. Après, quand je suis retournée au Pérou, je devais en avoir 27. Et le démarrage de cette thérapie, je devais en avoir 28, à peu près. Et, euh, et là, ma thérapeute, quand elle a vu que tout ça remontait, ah oui, non, c'est même pas ça. Donc, ça commence à remonter. Et puis après, je me suis retrouvée sur Paris. Donc, j'étais en parallèle, je terminais ma formation de Body Mind Centering, donc, qui est vraiment une pratique corporelle pour rentrer dans tous les tissus du corps. Et c'est une pratique que j'ai vraiment aimée parce qu'il y a à la fois quelque chose d'hyper concret. On va vraiment étudier les os, comment ils sont composés, les différents os du corps, etc. Mais aussi, c'est quoi l'état d'esprit du squelette? C'est comment si je goûte la partie poreuse de l'os, c'est comment si je vais dans la moelle de l'os. Et pareil avec tous les tissus, quoi, les organes, les endocrines, les fascias. Et du coup, à la fois, j'étais vraiment concrètement dans mon corps, mais en rentrant dans cette notion d'état d'esprit, il y avait vraiment ma conscience qui s'ouvrait. Je pouvais vraiment plonger dans des océans hyper vastes de conscience en rentrant dans mon corps. Et bon, voilà, donc je faisais ça en même temps. Et du coup, j'ai été voir une femme, Agnès Thévenin, qui a d'ailleurs préfacé mon livre, et qui était énergéticienne. Et en fait, bon, elle travaille avec les aides de lumière. Et quand je suis sortie de cette séance, je suis passée aux toilettes et là, j'ai des flashs qui sont revenus. Euh, des flashs qui semblent anodins, mais les flashs d'un endroit où j'avais été quand j'étais petite, en colonie de vacances. Donc, je vois le chemin, je vois une petite fille en chemise de nuit. Les images que je vois sont anodines, mais je suis terrorisée. Et quand je sors de son cabinet, il y a une petite cour entre la porte de son cabinet et puis la rue.
Et c'était juste impossible pour moi d'aller dans le monde. Je me dis, mais là, c'est pas possible. Et moi qui pourtant suis vraiment du genre, enfin qui était en tout cas vraiment pas vouloir déranger, j'ai osé retourner. Et j'étais en panique. J'ai dit, non, mais là, je sais pas, je comprends pas, je vois des trucs, j'ai peur, machin. Bon, elle a bien tout compris. Et elle m'a repris un instant. Apparemment, j'ai hurlé, je m'en souviens pas. Et elle m'a dit, elle m'a parlé des guides et elle m'a dit, ils vont travailler avec toi. Et je voyais vraiment pas de quoi elle parlait. Et j'étais là, bon, ok. Et puis je suis retournée dans mes montagnes avec ma thérapie et ma thérapeute me dit, tu sais, je me forme à l'EMDR en ce moment, donc l'EMDR qui est une thérapie ciblée sur le trauma. Et elle me dit, si tu veux, on fait ça. Et du coup, on a fait ça. Et là, ça a commencé à remonter fort. Donc là, bah, j'ai compris que j'avais été violée à 8 ans dans ce centre de loisirs, qu'il y avait d'autres petites filles, qu'il y avait plusieurs hommes. J'ai eu relativement peu d'images à ce moment-là. Ça a été un écroulement sur le moment. Il y avait vraiment cette sensation que même quand il faisait beau, je voyais le ciel noir. C'était la nuit en plein jour et il y avait quelque chose vraiment de... Il y avait plus de sens. Je trouvais pas le sens. Euh, et on essayait, voilà, je continuais la thérapie, mais c'était dur, on ramait, mais grave. Et à un moment donné, on a fait comment elle appelle ça? Une table? Je sais plus comment elle appelle ça. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'IFS, Internal Family System, où on fait dialoguer les différentes parts en nous. Disons un protocole comme ça aussi en EMDR. Et on a fait ça, d'aller rencontrer les différentes parts de moi qui ont été touchées par ce trauma. Et il y a quelque chose qui s'est apaisé. Alors, j'étais toujours dépressive et angoissée, bon, mais je me haïssais plus. Et ça, c'était déjà énorme. C'est-à-dire que, en fait, avant, dès qu'il y avait le moindre quelque chose, je me mettais beaucoup en doute. Je me sentais vraiment mauvaise, ouais, une mauvaise personne perverse. Chaque chose, je me dis, ah ouais, j'arrivais pas à croire ma bonne volonté. S'il y avait des choses qui marchaient pas, c'est sûrement parce que j'avais voulu faire quelque chose de mal, quoi. Euh, Quand j'y pense, ça me paraît ahurissant, mais c'était le cas. Et, euh, et là, ça a permis de changer ça. Vraiment, j'ai compris que j'étais quelqu'un de bien, en fait. Que mes bonnes intentions, en fait, il n'y avait pas de mauvaises qui se cachaient derrière. C'était juste mes vraies bonnes intentions. Et ça a été un premier soulagement. Et j'ai quand même continué à bien galérer. Je suis devenue maman peu de temps après. C'était voilà, à la fois magnifique et à la fois dans notre couple ça a été très compliqué et voilà, moi j'étais souvent débordée, Denis est tombé en dépression et du coup il était plus du tout dispo et ma thérapeute s'est formée à l'ICV, l'intégration du cycle de la vie. C'est une autre thérapie qui est ciblée sur le trauma et qui a un regard vraiment très fin sur c'est quoi la dissociation. Tu peux peut-être en parler maintenant. C'est quoi la dissociation traumatique? En effet, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un trauma, alors quand on parle de trauma, donc là, effectivement, celui dont je parle, c'est quelque chose d'extrême, mais ce qu'on appelle trauma, c'est un événement qui dépasse notre capacité d'intégration. Ça peut être des choses assez petites, dans le sens où quand on est nourrisson, notre capacité d'intégration, elle est franchement très faible. C'est-à-dire qu'il y a une lumière forte, un bruit, la faim, le froid. Le petit, il est en détresse avec cet appel au monde dont je vais mourir si on ne m'aide pas, quoi. Donc, la période précoce est très, très sensible. Et même enfant, toutes les expériences de rejet, d'humiliation, voilà, tous les moments où voilà, les parents qui ne vont pas répondre aux signes de détresse émotionnelle ou autre, tout ça, ça va créer trauma.
et bien évidemment les événements plus extrêmes, les guerres, les accidents, les viols, etc. Et donc, quand il y a un événement qui dépasse notre capacité d'intégration sur le moment, qu'est-ce qui se passe? Le corps, d'abord, le premier réflexe quand il y a un événement auquel on ne peut pas faire face, c'est demander de l'aide. Le petit va pleurer. Et puis, dans la majorité des cas, la maman arrive. Et bon, parfois, voilà, si c'est une maman qui a un attachement sécure, elle le prend contre elle. Elle va bien. Elle sait que tout va bien. Donc, le petit, il le sent que tout va bien. Ah, il s'appelle. Et puis parfois, la maman ne vient pas parce que il faut faire ses nuits, faut pas le laisser, il va faire ses caprices, je sais pas quoi. Donc le petit, il va apprendre que finalement, on peut pas compter sur les autres ou qu'il n'a pas de valeur. Ou alors la maman, elle arrive, elle prend son petit, mais elle est tellement angoissée qu'elle sait pas comment faire. Mais en fait, ça la stresse. Et du coup, ça va pas aider son petit. Ou alors sa maman, elle arrive, mais elle est tellement dissociée, donc je vais expliquer ce que c'est, elle ressent pas. Donc elle est là, mais elle voit qui est son petit, mais elle sent pas dans son corps. Et puis elle se sent pas en sécurité. Et du coup, elle n'arrive pas non plus à l'apaiser. Et tout ça va faire que ça va déjà développer beaucoup de choses sur comment on va vivre la vie, comment on va euh, avoir des croyances sur nous, sur le monde, et aussi comment on va pouvoir demander à l'aide ou pas quand on a besoin. Mais en tout cas, le premier réflexe quand il y a un trauma, c'est d'appeler à l'aide. Quand l'aide ne vient pas, la deuxième réaction archaïque de survie du corps, ça va être la lutte ou la fuite. Ça va être partir ou ça va être se mettre en sécurité, se mettre à l'abri, dans des cas extrêmes, mais ça peut être juste dire non, poser des limites, ou sortir de la pièce, ou raccrocher au téléphone, etc. etc. Donc, ça va être la deuxième réaction. Et cette réaction, elle est là pour vraiment donc de survie pour nous mettre en sécurité. Et à ce moment-là, le corps, pour qu'on puisse faire face aux dangers, archaïquement, les dangers, c'était une bête sauvage, c'était un arbre qui peut tomber dessus. Ça a besoin vraiment que notre corps soit mobilisé. Donc, il y a les poumons qui se dilatent, il y a le sang qui va dans les muscles, les pupilles aussi qui se dilatent. On est prêt, l'adrénaline donne énormément de force, on est prêt à réagir. Il y a adrénaline, noradrénaline, cortisol, ces trois hormones principales de stress qui viennent à ce moment-là pour qu'on puisse faire face. Si on ne peut pas faire face, les hormones de stress qui sont en train d'inonder le corps vont devenir nocives pour la personne. Quand je dis nocive, ça peut être mortel. C'est-à-dire s'il y a trop d'adrénaline qui se dure, il peut y avoir une attaque cardiaque. S'il y a trop de cortisol, ça va vraiment détériorer le cerveau. Donc à un moment donné, pour ne pas mourir de stress, le cerveau disjoncte. Le cerveau disjoncte et là, il y a plein d'hormones anesthésiantes qui vont venir. La personne va plus avoir de sensations, plus avoir d'émotions et l'événement ne va pas être enregistré dans la mémoire autobiographique de la personne. Et quand le trauma est très important ou arrive à un moment très précoce, ou en tout cas quand il ne peut pas se réguler, et tout ce que la personne a vu, ressenti à ce moment-là, et toute la gamme d'émotions liées à ça, elle va plus y avoir accès. Et donc, quand une personne est très dissociée, soit c'est arrivé très tôt, soit il y a eu beaucoup de choses, en fait, c'est quelqu'un qui ne sent pas, qui n'a pas accès. Et ce que j'expliquais au tout début par rapport à je ne peux pas voir la vie, etc., ce qu'on nomme des phénomènes de déréalisation, dépersonnalisation. C'est-à-dire que pendant que le trauma continue à se dérouler, la personne, elle voit qu'il se passe quelque chose, mais ça ne semble pas réel. Forcément, puisque c'est pas connecté dans son cerveau et qu'elle a plus de sensations. Donc, elle a l'impression soit que c'est pas réel, soit que ça lui arrive pas à elle, puisqu'elle sent pas. Et le problème, c'est qu'après, la personne va continuer sa vie comme ça. Moi, j'ai eu plein de patients qui me disaient, mais moi, j'ai pas l'impression que ma vie, elle me soit arrivée à moi. Ça semble étranger, c'est loin d'eux. Ils n'arrivent pas à s'approprier les choses. Ou alors, ça semble complètement irréel. Donc ça, c'est dans des cas extrêmes. Et dans des cas moins extrêmes, c'est des personnes qui vont pas trop ressentir ou ils peuvent avoir des émotions. Et puis sur certaines zones, ils ressentent pas. Et après, la suite, c'est que il y a
La dissociation, donc c'est ça, c'est toutes les zones où on ne sent pas. Et c'est les zones qui vont nous protéger. Quand on va en thérapie, si on va aller mettre le doigt sur un événement fort, et ben ça va se remettre en place. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'événement, il n'est pas intégré, il n'est toujours pas intégrable si la personne n'est pas consolidée. Du coup, ça va faire la même chose dans le corps. À vitesse, c'est très très rapide. C'est demander de l'aide, pas possible, fuir, pas possible. Ok, on coupe. Ça, c'est hyper important à comprendre et c'est pour ça que j'ai galéré des années et des années et des années en thérapie. Parce qu'en fait, on ne peut pas aller accéder à un trauma tant que dans le corps, la personne ne sent pas qu'elle est en sécurité. Et pour ça, il faut qu'elle sente que le trauma est fini. Et ce n'est pas le cas, puisque l'amygdale cérébrale qui a déclenché le danger n'a jamais eu l'information, c'est fini. Ça en est resté assez trop dangereux, on coupe. Mais au final, la partie du cerveau, l'amygdale cérébrale, donc, qui a détecté le danger, elle a été enquistée parce que si elle continue à dire c'est le danger, on crève de stress, mais ça ne s'est pas résolu. Et du coup, ça peut générer des anxiétés généralisées parce qu'en permanence, le cerveau dit en danger, en danger, en danger. Et puis, comme s'il n'y a pas d'info que c'est terminé, il y a toutes ces zones qui régulièrement vont couper. Quand la personne commence à être un peu en sécurité ou réactivée, eh ben, il peut y avoir tous les éléments du trauma qui remontent. Comme ce n'est pas enregistré comme terminé, c'est dans le présent, ça peut se réactiver à n'importe quel, ça fait un peu comme une bombe à retardement et ça peut revenir. Moi, j'ai pu me rouler par terre, faire des cris, chanter des trucs dans mon corps, je ne comprenais rien ce qui m'arrivait. Ce qu'on appelle des reviviscences, la personne revit dans son corps le trauma. Et selon les personnes, il y en a qui sont plus à rien sentir, d'autres qui sont plus à être activés tout le temps, d'autres qui alternent entre les deux. Souvent, ça alterne entre les deux quand même. Et l'ICV, donc, ma thérapeute qui se forme à l'ICV, a vraiment bien compris ce truc de dissociation et qu'on ne peut pas aborder et donc le trauma si la personne n'est pas suffisamment sécure dans le présent. Alors, juste, j'explique un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a le trauma sur le moment. Ok, moi, à 8 ans, j'ai eu ce truc-là, ok. Et puis, donc, j'ai tout coupé, je ne ressens plus rien. Mais au fur et à mesure de ma vie, il y a tout un tas de choses, là, des voix, des odeurs, des périodes de l'année, des sensations. Par exemple, la colère, pour moi, c'est juste pas accessible pendant des années. La sexualité, bien sûr. Et donc, tout ça, quand ça réveille la mémoire traumatique, ça refait le même schéma. Donc, la personne se redissocie et elle recrée des fragments traumatiques. Et donc, plus la personne avance dans sa vie, plus elle est traumatisée, plus elle est dissociée, et du coup, moins elle est dans le présent. Au final, dans le présent, il n'y a plus grand-chose parce que tout est resté dans le passé. Tous les fragments, ils se sont mis en pause à tel endroit, tel endroit. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment rassembler l'expérience de vie sur les conséquences qu'ont eu le trauma. On ne va pas voir le trauma, on va juste voir les conséquences qu'ont eu le trauma pour petit à petit, dans le corps, ça se rassemble. Et c'est très corporel d'ici. Enfin, la méthode, on parle, on lit des listes de souvenirs, il y a des choses, etc. Mais c'est vraiment dans le corps que ça se passe, ça se rassemble. Il y a quelque chose où d'un coup, moi, j'ai commencé à sentir la densité dans mon corps. Enfin, ah ouais, c'est ça, être dans son corps, en fait. Alors, ça faisait des années que j'étais en pratique corporelle et énergétique. Hein. Mais en fait, il manquait vraiment l'incarnation. Et à partir du moment où j'ai commencé à de plus en plus me sentir dans mon corps, les choses ont commencé à vraiment pouvoir remonter. C'est-à-dire que j'ai pu avoir accès à mon trauma sans couper à nouveau. Et là, j'ai eu plein d'images. C'est là que du coup, j'ai eu tous les détails vraiment de mon histoire, où j'ai pu revoir les lieux, j'ai pu voir les caméras, j'ai pu voir les autres filles, les détails des viols, les menaces de mort, tout un tas de choses. C'est revenu des années après que le trauma se soit levé, parce que j'étais pas du tout assez solide avant pour pouvoir le voir sans que ça recoupe. Et le cadeau, il est là. Le cadeau, il est là. Pourquoi le cadeau, il est là? Parce qu'en fait,
pour embrasser nos terreurs, les horreurs, les peines, le désespoir, il faut pouvoir soutenir l'intensité. Et je parlais tout à l'heure de la fenêtre de tolérance qu'on développe quand on est tout bébé. Le travail de consolidation fait que petit à petit, on va pouvoir, en tout cas moi j'ai pu soutenir des intensités de terreur. J'ai claqué les dents dans ma séance de thérapie, l'angoisse, j'ai ressenti cette pression dans la poitrine qui m'a fait, je pense que j'ai eu comme une mini attaque cardiaque d'adrénaline et c'est ça qui a fait l'expérience de mort imminente. J'ai réexpérimenté voilà, toutes ces sensations-là, mais sans que mon corps ait eu à disjoncter parce que il y avait suffisamment de consolidation. J'ai beaucoup été voir les expériences bébés, ça se fait vraiment, et c'est en ça où je parle de couche de l'oignon, parce qu'en fait, on va aller intégrer une première couche de trauma, puis ensuite, il faut consolider. Il faut sentir que ça a passé, il faut aller voir peut-être d'autres traumas qui ont fait qu'on a des mauvaises croyances sur nous, sur les autres, qui font qu'on a du mal à se réguler, qui font qu'on ne peut pas soutenir l'intensité. Et plus on descend, plus on peut rester avec des expériences très intenses. Mais du coup, l'amour devient beaucoup plus intense aussi. La joie devient beaucoup plus intense aussi. Le plaisir, parce que maintenant c'est vrai que j'accompagne les femmes dans l'éveil de la sexualité féminine et on pourrait en parler, en tout cas c'est la suite du chemin, devient aussi beaucoup plus intense. Tout devient vraiment vivant. On retrouve notre capacité à être pleinement vivant parce que la vie, c'est l'intensité. L'intensité dans toutes ses couleurs. Et c'est vraiment ça le cadeau. Et disons qu'il y en a plein des cadeaux, mais c'est vrai que ça a été tellement extrême. Et puis j'ai eu la chance que ça a été tellement extrême que je me suis décorporée et que j'ai contacté aussi les êtres de lumière qui sont revenus dans ma vie après. Oui, c'est vraiment l'intensité des horreurs. Bah, du coup, ça donne l'intensité aujourd'hui de la joie, de l'amour que je peux expérimenter, même si ça m'arrive encore d'avoir des remontées des horreurs aussi. Mais ça ne s'arrête pas pour autant. Mais il y a beaucoup moins d'identification à ces choses-là. Et puis, il y a quelque chose, il y a un espace qui embrasse. Il y a quelque chose comme ça. Mais je Et parle beaucoup, hein. oui, Tu m'as lancé avec une grande question, genre raconte-nous toute ta vie. oui, bah c'est pour voir aussi toi ce que tu as envie de partager en premier en fait Ouais. de tout ça. Qu'est-ce Ouais, qui est l'essentiel pour toi? Et j'avais envie de savoir, une fois que tu as eu ces remontées de souvenirs, est-ce qu'il y a une partie de toi qui a eu envie de recontacter des personnes qui étaient avec toi à ce moment-là, de retrouver des petites filles ou de comprendre ben, qui étaient ces personnes, ou au contraire, tu t'es dit, oui, c'est quelque chose dont j'ai pas envie de revoir ou de revenir ouais. au-delà des souvenirs, quoi. Alors, il y a deux choses par rapport à ça. Il y a le fait que je n'ai aucune idée de qui étaient ces petites filles. C'était des... Voilà, je sais pas comment elles s'appelaient, qui c'était, tout ça. Et après, pourquoi j'ai pas fait des recherches pour savoir c'était qui? Il y a plein de réponses autour de ça. Une première réponse, clairement, c'est dans mon chemin de résilience, ça a été de sentir que c'est fini. Et j'ai pas envie d'y retourner. Clairement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, ça n'empêche que je me suis dit plusieurs fois, tiens, peut-être qu'avec mon livre, et d'ailleurs, j'ai eu, pas beaucoup, mais 2, 3 femmes qui m'ont contactée en me disant, j'ai vécu quelque chose de similaire. Malheureusement, c'était pas au même endroit. Je suis pas étonnée que ça se passe dans plein d'endroits, malheureusement, ces choses-là. Donc, c'est sûr que si la vie fait que je retrouve, que je rencontre j'ai des frissons, une femme qui était avec moi à ce moment-là,
Ouais, c'est sûr, ce serait une grande joie. J'aurais très envie. Mais voilà, si la ville décide. Oui, Ouais, j'ai pas envie de. Il y a quelque chose où, dans mon chemin de résilience, il y a à la fois sentir que c'est fini, et puis il y a quelque chose vraiment d'une reconnexion avec plus grand que moi. Et en fait, c'est tellement pas moi qui sais ce qui est bon, ce qu'il faut pas. J'en suis même, c'est très bizarre à dire, hein, mais j'ai du mal à avoir du jugement sur ce qui m'est arrivé. De dire comme du jugement de l'ordre du bien et du mal. C'est mon chemin, c'est aussi, alors c'est sûr que c'est ma croix, mais c'est aussi ma lumière. Il y a quelque chose d'un peu comme ça. Et je, je, de l'endroit où je le vis aujourd'hui, je vois pas c'est bizarre, hein, mais je vois pas de bourreau et de victime, de méchant et de gentil. Je vois juste une conspiration de la vie à, à m'aider à trouver ma vraie nature, plutôt quelque chose comme ça. Du coup, d'en rentrer dans les démarches de c'est qui, c'est quoi, machin, je rentre dans une vibration beaucoup plus basse, beaucoup plus matérielle qui me parle pas en fait. Et, euh, et puis, et une fois encore, c'est la vie. Si la vie m'amène, tu vois, s'il y a un procès, des choses qui remontent, machin, bah oui, j'irai, je suis là. Je suis OK pour confronter ce qui est à confronter. Mais de moi faire la démarche, ça ne me parle pas. Et après, on m'a aussi beaucoup posé les questions, mais tu veux pas savoir qui c'est, et puis la justice, et puis ceci, et puis cela. Euh, ben déjà, la justice, ben, j'y crois pas trop, quoi. Si je reste au niveau, au premier niveau, euh, si je reste au premier niveau, il y a tellement peu de chances que ça aboutisse à quelque chose de faire une démarche comme ça. J'ai plutôt peur que ce soit beaucoup d'énergie euh, pour une grosse déception. Une déception de cet endroit-là, parce qu'en même temps, donc voilà, à ce premier niveau. Ensuite, à un autre niveau, admettons que, il y ait une justice qui retrouve les personnes et puis qui fasse quelque chose. Ce qui est fait avec les criminels, moi, j'adhère pas trop, quoi. Enfin, pas du tout, en fait. Ça n'a pas de sens pour moi. Le système de punition n'a pas de sens. Je suis d'accord. Par contre, là où il y a un sens, effectivement, c'est de mettre à l'écart, de préserver, d'éviter que ça se reproduise. Là, j'entends du sens, mais je serais plutôt à soutenir des démarches qui vont faire en sorte qu'il y ait moins de malheurs, moins de gens qui souffrent, du coup moins de personnes qui vont vouloir créer ce type d'événements, accueillir les personnes en difficulté. Enfin, c'est plus à cet endroit-là que je vois un intérêt d'agir. Euh, et c'est pas ma couleur. Voilà, moi, ma couleur, c'est plutôt aider les personnes qui ont subi des choses, qui ont traversé des choses, qui sont en souffrance, en détresse, leur dire mais c'est possible de s'en sortir, c'est possible d'être bien et, euh, et les aider pour elles-mêmes et éventuellement pour leurs enfants, pour que qu'il y ait moins de personnes encore qui vivent des choses comme ça. C'est plutôt ça. Et après, comme je disais, il y a une autre façon de voir la vie qui fait que pour moi, c'est juste. Mm. oui, tu as cette confiance dans la vie qui te dit la vie c'est mieux que moi et chaque personne a son chemin et donc la vie sera présente en tout cas pour les rappeler à eux-mêmes aussi à un moment de leur existence, quoi. Oui, ou pas, et peu importe, c'est pas ça qui est important. Et, mais ce que je tiens quand même à préciser, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que voilà, la vie m'amène à voir les choses comme ça. Mais moi, quand j'ai quelqu'un en thérapie et qu'il y a un truc comme ça qui sort, et que c'est la petite fille avec qui je dialogue, juste c'est hyper important de dire que c'est inadmissible et que c'est impardonnable.
la part divine en nous transcende. Et puis, il y a la question du pardon ne se pose même plus. Mais c'est vraiment une question de niveau. Et je tiens à le préciser parce que parfois, il y a beaucoup de violence de personnes qui sont, alors parfois, qui ont cheminé, qui ont envie de contribuer, ou parfois c'est mental, sur mais oui, c'est ton âme qui a choisi ceci, cela. Bah, peut-être qu'un jour la personne ressentira ça. Mais en attendant, quand on est dans la souffrance et que c'est la part enfant qui est touché, qui est réactivé, qui est dans sa détresse, euh, vraiment, c'est inhumain de dire que son âme a choisi. C'est des paliers. Ouais. Ouais. Je tiens à le préciser quand même parce que c'est des degrés. Quand je m'adresse à la part petite en moi, c'est inadmissible et je suis prête à tuer pour la défendre. Mais il n'y a pas que cette part-là en moi. Oui, c'est en fait, tu acceptes tout ce que tu peux ressentir vis-à-vis de ça et tu le fais remonter à différents niveaux. Tu l'acceptes à un premier niveau. Tu le fais remonter petit à petit, quoi. C'est pas tout de suite, ah, je parle depuis ce niveau-là et du coup, bah, en fait, ça crée encore une dissonance, quoi. C'est ça, exactement. Ça peut être une fuite, hein, c'en est une d'ailleurs. Mm. Et c'est OK aussi. Mais Et juste pour mieux comprendre ton cheminement, ouais. est-ce que tu es petite fille unique? Enfin, est-ce que tu as été t'es fille unique? J'ai un grand frère qui a T'as un 1 an grand et demi frère. de plus que moi. Ouais. Et est-ce que dans ta famille, on parlait de choses spirituelles ou c'est vraiment un cheminement qui t'est propre? Tout ça, c'est... Alors, non, il y avait un truc un peu conventionnel. Donc, en fait, là où on habitait, on allait dans un collège catho parce que le collège public, il n'était pas super. Et du coup, il y avait pas mal de personnes qui étaient dans le catéchisme. Ouais, on a fait du catéchisme, mais bon, ma mère, elle nous a envoyé au catéchisme, mais pour elle, il n'y a rien après la mort, si tu veux. Donc, c'était plus social que spirituel, quoi. Donc, voilà, moi, j'ai plutôt grandi dans un milieu cartésien où on croit ce qu'on voit, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Par contre, mon frère aussi est très spirituel. Mon frère aussi, je crois qu'il a fait des expériences de mort imminente pour le coup. Je pense bébé. Et, il est né prématuré. Bon, moi aussi, mais pas au même degré. Et puis, il a eu, à l'époque, on intubait les enfants sans anesthésie. Et voilà, je pense qu'il y a toutes des choses qu'il a dû ramener de ça. Mais c'est un chemin que j'ai fait vraiment seul et qui a été douloureux parce que justement, quand je parlais des choses que je pouvais ressentir, j'avais vraiment aucun écho autour de moi. Et il y a eu une période où je me dis, mais et si c'est pas vrai, quoi. Et si en fait, il n'y a rien d'autre. Si juste c'est la merde, en gros. Ça a été dur, cette période-là. Et ce qui m'a aidée, ça a été le premier livre ça a été Le Centre de l'être de Garfield Durkheim, qui est arrivé tard quand même dans ma vie. Je devais avoir peut-être une vingtaine d'années, quoi, 20 ans, quelque chose comme ça. Et il parle de cet être essentiel qui vit en nous, il parle de tout ce que je pouvais ressentir et je me suis dit, ah, mais je suis pas folle, quoi. Il y a vraiment autre chose. Il y a vraiment autre chose. Et voilà, et petit à petit, j'ai été de plus en plus vers ça. Voilà, mais ça a été vraiment personnel. Et ça, ce qui n'était pas évident, mais ce qui était beau aussi, c'était justement de faire confiance à quelque chose que je chantais en moi, alors que tout le monde me disait le contraire autour. Et quand j'ai fait ce changement de vie, je suis partie en Argentine et voilà, il y avait un métier qui m'attendait, un truc tout tracé, mais je chantais autre chose, quoi. Et pendant des années, je savais pas où j'allais, j'étais paumée, mais je voulais croire à cette chose que je chantais en moi, quoi. Et bonne chose. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre, notamment à travers le livre que tu as écrit, les personnes que tu accompagnes, les interventions que tu peux faire? C'est quoi pour toi l'important et l'essentiel? Ouais, moi, vraiment, la première chose que j'ai envie de transmettre, c'est que c'est possible de s'en sortir. C'est vraiment le message que j'ai envie de dire, c'est vraiment c'est possible. Et je viens tellement loin, j'ai envie de dire, si moi j'ai pu le faire, alors je sais pas, j'ai eu aussi de la chance sur mon chemin, mais vraiment c'est possible. C'est, on, j- J'étais tellement mal, je me sens tellement
traversée par l'amour dans mon quotidien aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est toujours rose, mais vraiment, ouais, le message principal, c'est possible. Et après, c'est vrai que j'ai à cœur d'amener beaucoup de compréhension parce que dans ce chemin-là, où ben, non seulement on peut se sentir hyper mal, mais on a l'impression que c'est nous le problème. Et je trouve ça tellement important de dire, mais si tu te sens comme ça, si tu es coupé de tes émotions, si d'un coup tu te sens envahi par des trucs, tu te trouves par terre, tu cries, ça tombe pas du ciel. C'est pas toi qui as un problème, ça vient de quelque part que tu as vécu. Et quand tu ressens tous ces trucs-là, c'est la mémoire traumatique qui s'active, le fait que tu n'as pas accès à ta vie, c'est la dissociation traumatique, ça s'explique, c'est comme ça que ça s'est mis en place, c'est comme ça que tu peux le résoudre. Ça, c'est important pour moi, à la fois dire que c'est possible et donner des clés de compréhension. Et après, au-delà des clés de compréhension, ben, dans les personnes que j'accompagne plus. Donc voilà, il y a tout ce pan où j'ai envie de communiquer à fond, quoi. Donc il y a effectivement le livre où à la fois je partage mon histoire parce que moi j'ai beaucoup appris dans les études de cas quand j'ai étudié concrètement de sentir la personne par quoi elle est traversée, qu'est-ce qui l'a aidé, tout ça. Et c'est en ça où j'avais vraiment envie d'être dans le témoignage pour expliquer ça, pour que les personnes elles sentent, et puis au fur et à mesure du témoignage, dire bah voilà, là en fait, il m'arrive ça, c'est parce que c'est la dissociation, là c'est passé ceci, c'est cela. Puis à la fin, il y a toute une part où je donne vraiment, où je rentre plus dans les détails de c'est quoi tout ça, le système nerveux, machin. Donc il y a ça, et puis aussi ben, YouTube, les interviews, c'est vraiment dans cet esprit-là. Et puis après, ben, il y a vraiment les femmes que j'accompagne où c'est beaucoup plus personnel, mais au final, le but, c'est le même. Et c'est vrai que je prends beaucoup de joie à guider les femmes dans retrouver la joie et l'épanouissement dans leur sexualité. Alors oui, dans mon chemin, c'est parce que ça vient d'un endroit très traumatisé. Bon, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de femmes aussi. Mais au-delà de ça, c'est notre force de vie. Et qu'aujourd'hui, sans parler de trauma, la sexualité telle qu'on nous la propose, c'est c'est une sexualité dissociée en fait. C'est une sexualité où on n'est pas pleinement nous-mêmes, où les émotions sont pas existantes, où l'écoute fine du corps, de soi, de la respiration n'est pas existante. C'est une sexualité de consommation en fait, dans la société dans laquelle on est. Ok, tiens, on va avoir une sexualité pour avoir un orgasme, allez hop, j'ai ça. Ben non, c'est pas du tout ça. Et c'est vrai que quand on découvre autre chose, un autre accès, une sexualité dans la détente, une sexualité où vraiment on peut respirer, sentir l'énergie qui circule, partager son énergie, sentir le mélange des énergies, être dans la présence, être dans l'authenticité, le contact, c'est juste tellement, ça n'a juste rien à voir. Et c'est vrai que ça, non seulement ça nourrit beaucoup le cœur, mais aussi le corps, quand l'énergie se met à circuler, il y a tout qui s'ouvre, et ça libère énormément de choses dans tout le reste de la vie. Ça libère la créativité, ça met beaucoup de fluidité en fait dans toutes les choses du quotidien. Ça se met partout parce que c'est notre énergie de vie. Donc, à partir du moment où notre énergie de vie, on arrête de la manipuler et on fait en sorte qu'elle puisse circuler librement, bah, ça change beaucoup de choses. Parce qu'au final, oui, en fait, la sexualité, comment elle est présentée, en fait, elle conduit à une déviance, en fait, tout simplement, à la façon dont elle est intégrée, exprimée. Ouais, C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. complètement. Et toi, tu le proposes aux personnes que tu accompagnes et dans des ateliers qui sont pas que pour des personnes qui ont vécu des traumatismes, c'est une invitation. Complètement. Oui, vraiment. En fait, j'ai beaucoup de joie toutes ces découvertes. Et c'est une autre façon de voir le monde. Et vraiment, je souhaite l'accès à cette autre forme de sexualité et du coup donc d'énergie de vie à tous. Et je le partage plus. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager plus depuis la joie que je vis aujourd'hui que depuis le passé. Le passé fait que bah, du coup, je peux comprendre
les personnes qui sont en difficulté et puis leur donner des pistes de chemin. Mais moi, ce que j'ai joie à partager, c'est justement la joie, l'amour, l'énergie qui circule, comment au mieux au quotidien négocier avec tout ça, etc., quoi. Et, euh, et comme on doit finir à midi, mais juste pour comprendre, toi, c'est un mélange de plusieurs approches de la sexualité. Est-ce que tu as fait un mélange de plusieurs choses Ouais, on ou peut est-ce dire que ça c'est comme ça. vraiment... Ouais, en fait, moi, j'ai commencé avec les pratiques taoïstes. Donc, quand j'ai découvert un peu mon changement de vie, là, du coup, j'ai beaucoup découvert les pratiques taoïstes. J'avais fait déjà pas mal de Qigong avant, ça m'avait plu. Euh, et dans les pratiques taoïstes, j'ai vraiment découvert la notion de la circulation d'énergie et d'utiliser l'énergie sexuelle pour la santé. Et pour moi, à l'époque où j'en étais dans mon chemin, c'était super d'avoir une autre façon. C'est la sexualité pour le plaisir, c'était compliqué. Mais pour la santé, ah, ça d'accord. Ça, c'était possible. Et donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup expérimenté donc, les pratiques taoïstes, donc la circulation dans la colonne, tout ce qui est aspirer l'énergie de l'orgasme, l'envoyer dans les organes, et donc du coup, garder l'énergie sexuelle et l'énergie d'orgasme dans le corps, comment l'augmenter, la faire circuler, bouger, enfin voilà, tout ça. Après, ça restait compliqué dans la rencontre à deux. Les mécanismes de défense, ça, voilà, c'était pas résolu, donc j'avais pas accès toujours. Et après, donc il y a eu toute la phase où j'ai travaillé en parallèle, en fait, la thérapie, le trauma, tout ça. Et ensuite, j'ai découvert le yoni massage. Ça, c'est juste un truc de fou. Donc, j'ai l'impression que ça vient plutôt du tantra, toutes ces pratiques-là. Et donc, j'ai vraiment commencé à masser mon sexe, mais donc tout mon corps, mon être, à goûter la présence, être en présence avec moi, être en présence avec mon énergie sexuelle. Et pour le coup, là, j'ai fait une pause pendant un temps. Maintenant, je mélange un peu tout. Je fais une pause avec faire quelque chose avec l'énergie. J'étais plus à la faire circuler, la faire ceci et faire cela. Voilà, juste, je faisais rien, juste de la présence, l'amour, la présence, l'amour. Et voilà, il y a vraiment tout un chemin magnifique. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, il y a un cours gratuit sur mon site internet sur le yoni massage. J'ai aussi un cours gratuit sur les bases de l'estime de soi où je parle de justement toutes ces questions du bébé, tout ça. Donc, c'est incarnerlessentiel.com si vous voulez en savoir plus. Je mettrai le lien. Et donc, le yoni massage, c'est vraiment une réappropriation de son corps, de son énergie sexuelle. Comment apprendre à être avec son corps et son énergie sexuelle sans rien vouloir. Ça, c'est vraiment une chose qui est super importante. Et après, il y a vraiment petit à petit pouvoir accueillir les sensations, accueillir les émotions. Il y a des zones qui ne sentent pas, qui sont dissociées. Il y a des zones qui sont douloureuses, qui sont donc hyper activées. Et comment, dans la respiration, dans rester là sans rien vouloir, dans l'amour, dans tout un tas de choses qu'on peut faire, les tensions peuvent se libérer, les émotions peuvent se libérer, et du coup, l'énergie qui commence à circuler, à circuler, à circuler. Et donc, moi, j'ai fait tout un travail comme ça, assez intensif, donc accompagné sur 6 mois, puis j'ai continué pendant un an où je faisais beaucoup de massages dans mon quotidien, quoi. Et j'ai commencé à avoir des manifestations énergétiques assez importantes, des secousses fortes de la colonne, j'avais vraiment une énergie qui montait parfois fort. Après, je me suis dit, bon, c'est le moment d'aller voir quelqu'un. J'étais séparée, ça faisait un an que j'étais séparée du père de mon fils. Et donc là, j'ai commencé vraiment à aller dans la rencontre et d'aller explorer cette autre façon dans la rencontre. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas comment c'est arrivé dans mes mains, ce truc-là. Je ne sais plus. Du coup, c'est vraiment le slow sex qui m'a beaucoup interpellée et intéressée et que j'adore. Et ah oui, si, je crois que c'est quelqu'un qui avait, dans le groupe de femmes où j'étais, qui avait pas envoyé un lien. Voilà. Et donc là, c'est vraiment justement
la présence, ne rien faire, être à l'écoute de l'autre. Et il y a vraiment des pratiques au niveau du regard, des pratiques de la respiration, des pratiques au niveau du toucher, de juste laisser les sexes ensemble et rien faire, être dans l'immobilité, accueillir l'énergie. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un partenaire d'exploration sur cette période-là qui était OK pour explorer tout ça avec moi. Et c'était une histoire assez magnifique. Ce sera sûrement au programme du deuxième livre. Et donc là, j'ai commencé à faire toutes ces expériences de c'est quoi de recevoir l'énergie de l'homme. Et c'est vrai que plus c'était magnifique, quoi, plus lui, il ne cherchait rien, ou il pouvait être juste dans une immobilité, dans une présence, respirer, être dans la conscience de son énergie, que moi, je recevais des vagues vraiment intenses et que l'énergie commençait vraiment à monter. Et là, j'ai vraiment senti c'est quoi les chakras, je sentais vraiment quand c'était ouvert, tout qui se met à ouvrir, à s'ouvrir, à circuler, des connexions. Ça m'arrivait après qu'on ait fait l'amour, c'était comme les séances d'ayahuasca, je voyais des trucs de fou, enfin c'était juste énorme quoi. Et puis surtout, et c'est vraiment ça qui m'importe, c'est cette notion d'amour. Il y a quelque chose, le fait de ne pas vouloir prendre du plaisir, du coup, parce que en fait, on ne se rend pas compte, mais à quel point on est dans la prédation. Et c'est nocif pour la relation. Et quand on ne cherche plus rien, on ne cherche pas à obtenir quelque chose de l'autre, on ne cherche pas à obtenir du plaisir, on cherche juste à être, ben c'est tellement. Si on cherche juste à être, qu'est-ce qu'on est fondamentalement? On est amour. Donc c'est ça qu'on compte. Alors ça passe par, c'est pas forcément toujours ça, il y a plein de choses qui remontent et pour pouvoir accéder à ça, il faut être OK avec, ben là c'est pas l'amour que je ressens, là je suis pas à l'aise, là j'ai de la colère, là ceci, là cela, là j'ai ça qui remonte, mais parce que j'accepte d'être avec ce qui est en permanence, ben petit à petit ça se dépose, c'est comme un dépôt quoi, et ce qui remonte c'est notre nature véritable. Hmm. Je trouve que c'est assez beau pour clore notre échange parce que au final, c'est un peu, ça résume un peu tout. Oui, oui, c'est beau. Ouais. Mais en tout cas, un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Et je mettrai les liens dont tu as parlé, les liens du livre. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou Et dis-moi. je crois que l'essentiel a été dit, notre véritable nature, puisse tout le monde rejoindre cet amour qu'il est.